Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième édition du podcast de l'édition Balado. Qu'est-ce que c'est le Balado? Le Balado, c'est un podcast avec le thème de la diversité. Ça va se dérouler sous forme de 4 épisodes. Donc moi, je suis Saïd Lydia, je suis l'animatrice, je suis en études de graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup et je me gère aussi la radio étudiante. Je suis aussi accompagnée de Émile Olivier en tant que co-animateur. Bonjour, Émile Olivier Desjans du service des communications au Cégep. J'accompagne ici Lydia pour ce podcast-là. Mon rôle va être un petit peu de contenir les ardeurs parce qu'à voir les visages des gens qui sont ici, j'ai l'impression que ça va jouer du coude et du coup de poing, c'est certain. J'ai aussi étudié en graphisme aussi au Cégep de Rivière-du-Loup de 99 à 2002. Donc, on est en territoire connu, en tout cas pour toi et moi. En majorité numérique. Donc, pour la suite, pourquoi la diversité? La diversité, c'est quand même un sujet qui est assez vaste. Donc, on va avoir la diversité corporelle, culturelle, de genre. Et aujourd'hui, on va voir la diversité des arts. Et nous sommes justement accompagnés d'invités. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Simon Reynaud, je suis étudiant en graphisme en troisième année au Cégep du Rivière-du-Loup et en profession artistique. En art, ce que je fais principalement, c'est du graphisme, du théâtre et de la peinture aquarelle. Je continue. Moi, c'est Améline Renaudino. Je suis également en programme de graphisme en troisième année. En discipline d'art, je joue de la musique depuis assez longtemps. J'ai commencé un petit peu le chant et je fais du graphisme, bien sûr. Et cette année, j'ai commencé le théâtre au Cégep de Rivière-du-Loup. Et cette session, je tente l'impro. Voilà. Bonjour, moi c'est Denis Beauséjour, je suis enseignant au département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup, également artiste en art contemporain. J'ai une pratique qui touche principalement le domaine de la sculpture, un peu de la vidéo, un petit peu également les arts numériques. Et accessoirement, j'ai, dans une autre vie, enseigné en graphisme ici aussi. C'est vrai, on était ensemble, j'étais technicien en travaux pratiques. Collègues à une certaine époque. M'ennuie de ça. Je m'ennuie souvent de toi, Emile. Donc voilà, on va tous les 5 discuter du coup du sujet de la diversité des arts sous forme de questions. Il y aura 2 séquences et il y aura une petite surprise au milieu de ces 2 séquences. Donc maintenant, je vais poser la question, est-ce que mes invités, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Et maintenant, est-ce que le public est prêt? Ils m'entendent pas. Vous avez entendu David applaudir. David qui est notre technicien à la mise en onde et à la réalisation. Et le meilleur des publics. Le meilleur. Donc, nous allons commencer ce fameux podcast avec une première question. Donc, est-ce que vous avez toujours été intéressé par le domaine des arts? Simon, vas-y. Mon Dieu, je commence. Je dirais que globalement, oui. Depuis que je suis petit, je touchais à beaucoup de choses. Je touchais à ce qu'un enfant peut toucher là. Mais c'était principalement des petites constructions, des petites peintures, des petits dessins. Et genre des petits concours de dessin quand même par-ci par-là. Et après, c'est avec le temps que ça s'est évolué. Mais globalement, ouais. Depuis très longtemps. On continue dans cette triangle. Faisons ça. Moi, oui aussi. Dans le fond, j'ai connu la musique assez tôt, grâce à mes parents, etc. Fait que c'est un domaine qui m'a tout de suite plu. Puis j'ai continué avec la danse, donc l'art corporel, etc. Et pareil, toute petite, j'ai commencé à dessiner. Puis ça s'est approfondi et j'ai toujours eu le goût de découvrir un peu tout le domaine des arts. Fait que là, j'ai eu la chance de découvrir le théâtre, par exemple, cette année. Mais je pense que je continuerai. Mais de mon côté, au fond, je viens pas tant que ça d'un milieu qui était si favorable ou si curieux des arts. En même temps, mes 2 parents étaient des gens qui avaient de très bonnes aptitudes manuelles. Donc, des gens qui fabriquaient des choses, qui bricolaient, qui se débrouillaient beaucoup. Mais c'est sûr que dans l'enfance, je dessinais. Puis, assez rapidement, je me suis intéressé aussi au potentiel qui se déployait lorsqu'on se met à travailler avec des matériaux, à bricoler, toutes sortes de petits trucs. Je dirais que mon véritable amour ou mon véritable intérêt pour les arts, c'est venu un peu plus à l'adolescence quand même. OK, oui. Dans des cours au secondaire ou... Oui, je m'ennuyais tellement au secondaire que mes marges de cahiers de notes étaient emplies de dessins. Et les intérieurs de couverture, en tout cas, à peu près toutes les surfaces que j'arrivais à trouver en classe pour faire diversion me servaient à gribouiller et à dessiner parce que au secondaire, là,
je m'ennuyais mortellement. Le choix était clair pour toi, rendu là à la fin de ton secondaire, ton parcours secondaire. Je m'en vais en art visuel. Ou... Ben, oui et non, en ce sens que ça impliquait quand même une espèce de saut dans le vide, hein, ce choix-là ou cette décision-là de dire je vais aller en art visuel. Et comme je l'ai dit, mais moi, je venais d'un milieu qui n'était pas si sensible à ça. Donc, j'avais une espèce d'autocensure qui opérait. Donc, je ne me suis pas permis immédiatement de faire ça. Je suis allé plus vers un choix un petit peu plus sécuritaire. Donc, j'ai commencé au cégep en sciences humaines parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de disciplines là-dedans qui m'intéressaient. Finalement, j'ai terminé ce deck-là pour entreprendre un deuxième deck en art visuel par la suite. Donc là, je me suis peut-être assumé un peu plus, puis je me suis rendu compte que ben, c'était l'espace qui allait être un peu plus le mien, puis je me reconnaissais un petit peu plus dans ce genre de formation-là. Que je me le permettais, disons, quand c'était le temps de choisir au secondaire, là, faire les choix de carrière. Je n'étais pas encore rendu à avoir une maturité peut-être assez grande pour dire OK, je prends ce risque-là. Au contraire de Denis, par rapport à votre milieu dans lequel vous avez grandi, est-ce que vous, Améline et Simon, ça a été plus favorable à votre développement artistique? Est-ce que vous avez des parents qui étaient plus pratiquants dans les arts? Moi, pas du tout. Mes parents touchent à aucun domaine d'art. C'est juste qu'ils ont décidé de tu sais, nous mettre enfants là-dedans pour qu'on puisse découvrir puis s'épanouir là-dedans. Et même aux études après, je comptais pas du tout aller là-dedans. C'est dans le sens où j'aimais beaucoup ça, mais je voyais ça plus comme un passe-temps. Et à la base, je voulais pas du tout faire ces études. Puis j'ai pas pu faire ce que je voulais, fait que je suis allée dans le graphisme et au final, ça me plaît bien, fait que je vais peut-être continuer. Là, c'est sa troisième année de graphisme ici à Rivière-du-Loup. Non, dans le fond, j'ai fait 3 ans en France. OK. Puis là, du coup, c'est ma 4e année de Ton graphisme. poste, c'est le poste... Poste DNMAD, Ouais. pour le coup. je n'ai pas saisi le nom. DNMAD. DNMAD. C'est Ok. anciennement BTS, mais maintenant, poste BTS, ouais, c'est ça, DNMAD. d'accord. OK, 3 ans de graphisme. De côté, Simon? Pas trop non plus. Genre, je viens d'une famille de médecins et de profs. Donc, globalement, j'ai jamais été affilié à l'art de manière générale. Genre, les sports que je faisais, c'était plus des sports physiques. Donc, j'ai jamais, genre, par exemple, fait de la musique ou autre. Mais j'ai quand même une mère qui me poussait à aller dans des musées, aller voir du théâtre, qui m'avait appris que l'art était quelque chose d'important dans la société et qu'il fallait en prendre connaissance, qu'il fallait se cultiver par rapport à ça et que ça permettait de s'élever un peu. Du coup, c'est plus ça qui m'a permis de rentrer dans la discipline, je pense. OK. Dernière question, parce que j'ai tout le temps plein de questions. Ouais. Avant de passer à la prochaine, est-ce que le fait de venir au Québec, ça vous a permis ça vous permet de mieux évoluer dans vos disciplines artistiques ou vous auriez pu faire essentiellement la même chose en France? Dans notre milieu précis du graphisme, je pense que oui, beaucoup, parce qu'ici, il y a quelque chose de beaucoup plus professionnalisant que ce qu'on avait en France, où en France, on vraiment va plutôt traiter la créativité, l'idéation, etc. Et ici, ça va vraiment être des rendus très techniques, genre même en termes de fichiers, ou quand on voit à l'imprimeur, ou quand on voit un client et tout. Genre, c'est des trucs qui sont beaucoup plus professionnels que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Et moi, je parlerais sur le domaine du coup des arts. J'avais jamais eu l'opportunité, tu vois, d'aller faire du théâtre ou de faire de l'impro. Et c'est vraiment, je trouve, un lieu ici qui me permet de vraiment approfondir là-dedans, puis d'essayer plein de choses et de m'épanouir là-dedans. Ouais, c'est ça. Bah, justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que le fait de t'être mis au théâtre ou le théâtre d'impro, c'est par rapport aux réseaux sociaux? C'est par rapport à tes parents qui t'ont dit « Ah, t'as quand même une bonne aisance à l'oral, tu pourrais t'y mettre ». Est-ce que... Pas du tout. Dans le fond, j'ai fait de l'animation. J'ai fait beaucoup de colonies étant enfant et du coup, j'ai commencé l'animation et j'étais pas très à l'aise face à un public en général. Et du coup, je me suis dit que je pouvais essayer le théâtre pour sortir de cette zone de confort et devenir plus à l'aise. Et que j'ai fait comme un approfondissement théâtre en animation. Et j'avais pas eu l'occasion de faire de théâtre en France. Et ici, j'ai vu la troupe et j'ai fait bon, je me lance. C'est ça. Bah, un peu pareil, j'avais pas l'occasion de faire du théâtre en France parce qu'il y avait rien qui me proposait. Et l'été d'il y a 2 ans, j'avais bossé dans un théâtre, mais derrière, donc je faisais les décors et tout, ce qui était incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais si c'est incroyable derrière, en fait, ça devait être incroyable devant aussi. Et du coup, là, j'ai eu l'occasion de faire ça. Et je me suis dit, bah, j'hésitais entre plein d'activités, mais le théâtre faisait partie des activités que j'avais vraiment envie de faire. Et je voulais vraiment tester pour la première fois. Je me suis dit qu'ici, moi, j'avais rien à perdre et que si ça marchait pas, ça marchait pas. Et si ça marche, tant mieux. Et ça a marché. Donc tant mieux.
Et toi, Denis, est-ce qu'il y a une discipline à laquelle tu t'es mise parce que justement, tu as été entre guillemets influencé ou pas du tout? Oui, assez rapidement, je me suis rendu compte, par l'influence de professeurs, que mon véritable langage, ça allait être la sculpture. C'est-à-dire que je demeure intéressé par d'autres formes d'art, puis j'en consomme tout plein. J'adore aller au théâtre. J'essaye chaque année d'aller voir au moins un spectacle de danse contemporaine. Je trouve que c'est un médium extrêmement intéressant. Je m'intéresse à la peinture, à toutes les formes d'art. Mais si on parle de mon propre médium, rapidement, moi, je me suis rendu compte par le contact de professeurs que j'ai eu au collégial, puis ensuite à l'université, que la forme d'art qui me parlait le plus, puis dans laquelle aussi j'allais pouvoir, moi, exister le plus facilement ou le plus durablement, parce que c'est pas juste une question de facilité, c'était la sculpture, parce que ça me permettait une variété de pratiques extrêmement ouverte, parce que il y a une multiplicité de matériaux, de techniques, d'approches qui sont possibles. Puis pour chaque problème en sculpture ou pour chaque besoin de communication, besoin d'expression, on peut adapter les réponses. Puis ça, moi, je trouve ça fascinant. Est-ce qu'il y a une sculpture qu'on peut voir près du cégep là, à laquelle tu aurais participé? Effectivement, belle perche. Oui, j'ai participé collectivement avec deux collègues, Yuri Blanchet et François Maltais, il y a quelques années pour les 50 ans du département des arts. On nous a demandé, puis on a fait, en tout cas par le truchement d'un montage financier là, assez complexe, on a réalisé une sculpture pour le cégep qui est visible au coin de la rue Frontenac et de la rue Saint-Pierre, là, sur les terrains du cégep. Qui avait été réalisée dans le cadre du 50e anniversaire du cégep. Exact. Qui s'appelle Se tenir debout et rayonner. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une autre question. Tu as parlé de tes sculptures comme quoi c'est quelque chose de durable, qui avait une grosse multiplicité des matériaux. Et justement, est-ce que la définition de l'art pour toi serait quelque chose de durable? Au contraire, ce serait plus traditionnel? Comment tu aborderais cette définition? Pour moi, l'art, c'est l'émergence du nouveau. Puis maintenant, la nouveauté, c'est extrêmement variable parce que ce qui est nouveau pour quelqu'un ou un groupe social peut apparaître absolument moins nouveau pour d'autres mondes, là. Donc, on embarque sur un territoire extrêmement moelleux. Je vois Émile réagir. Non, parce que c'est vrai que cette perspective-là, je ne l'avais jamais vue. Donc, l'idée de faire apparaître du nouveau, mais ça peut être autant juste du nouveau pour moi, en ce sens que c'est une nouvelle expérience et que tout a déjà été fait, sauf par moi. Donc, je vais essayer de proposer mon propre point de vue ou ma sensibilité par rapport à ça. À l'opposé de ça, c'est le fait de pouvoir être mis en contact avec quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'a jamais vu ou qu'on n'a jamais même soupçonné, puis d'être choqué dans le sens positif du terme, c'est-à-dire d'être remué ou ébranlé par une proposition. Pour moi, ça, c'est la nature même de ce qu'est l'art. Ça doit faire réagir. Absolument. Positivement, négativement. Mais l'art ne doit jamais, c'est sûr que ça arrive, mais l'art ne devrait pas laisser indifférent. Donc, on devrait avoir une réaction, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit émotive, que ce soit une réaction d'aversion ou au contraire, qu'on soit charmé par ça. Il devrait y avoir une réaction à plusieurs. Même techniquement, ça peut nous faire réagir. On est devant quelque chose qui est une prouesse technique. On peut être juste subjugué par la maestria. Ça aussi, en soi, ça me semble valable. Et pour vous, ce serait quoi votre définition de l'art? Pour moi, ce serait le langage. Enfin, pour moi, je trouve que c'est intemporel et ça rejoint un peu ce que tu dis, mais je trouve que c'est vraiment un langage entre l'artiste et celui qui voit l'art. Et on parle tous à notre manière, on a tous une manière de communiquer. Et certains, ça passe par l'art, ça peut passer par la musique, par le chant, par le dessin. Et du coup, moi, je dirais que ce serait plus ça. Ok. Moi, je suis très d'accord avec ce qu'ils ont dit. Je me noie dans tes mots, Benoît. Denis. Ça m'arrive tout le temps. Pardon. Et je pense pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose qui va plus se partager aussi. Et que un artiste, en fait, quand il fait quelque chose, il pense avant tout à ce que ça va procurer après qu'il l'ait fait. Et genre la finalité de son œuvre, ce que ça va créer chez les gens qui vont la voir. Ou même quel impact ça va avoir sur la société, si on voit de manière un peu plus générale. Mais ouais, c'est pas mal ça. Ok.
Justement, est-ce que vous avez eu toujours des facilités à réussir à transmettre ces messages ou alors justement ces émotions à travers l'art? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des pannes d'inspiration, des choses comme ça? Moi, c'est toujours venu naturellement, dans le sens où c'est plutôt un trop-plein que j'arrive toujours à faire sortir, avec différents médias. Je peux y arriver avec la musique, très souvent, mais des fois, il me faut plus que ça. Ça peut être, l'écriture, ça peut être, des fois le dessin. Mais c'est vrai que le dessin est un peu moins pour moi un langage, donc j'arrive plutôt sur la page blanche. Mais sinon, c'est ça, c'est un petit peu, ça vient comme ça vient. Oui, pardon. Euh, la plupart des fois, quand j'aime vraiment quelqu'un, je peux pas lui dire avec des mots, et du coup, je lui dis soit avec des peintures ou soit avec quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas souvent la page blanche par rapport à ça, parce que si je crée, c'est que j'ai envie de créer, et c'est que du coup, j'ai déjà une idée derrière. Le plus compliqué, je pense, ça va être plus de concrétiser les choses avec des formes concrètes ou autres selon ce que j'ai envie de faire. Et aussi, des fois, techniquement, genre la sculpture, même si des fois j'essaye, c'est souvent un échec. Donc, et des fois, techniquement, je suis aussi bloqué. Je pense que c'est plus ça qui me bloque. Mais sinon, le reste, mes idées arrivent assez bien à sortir avec des mots, avec des couleurs ou avec des formes qui reflètent ce que je pense. Ouais, moi, je suis jaloux. Je vous trouve chanceux parce que de mon côté, la panne d'inspiration, ça arrive constamment. Euh, Puis ça a toujours été là. C'est-à-dire que. OK, c'est pas une question d'âge. Là. C'est pas parce que les autres sont frais dans la vie et Non, qui ont non, plein non, d'idées. non, Toi, t'en as plus parce que t'es tout drainé. Là, non? Non, non, ben j'espère que non. Peut-être que ça s'est gâté en chemin un peu quand même, là, mais ça a toujours été un processus, je dirais pas difficile, mais parfois laborieux, mon rapport aux arts, en ce sens que j'ai toujours eu par moments des urgences de produire, puis des périodes beaucoup plus creuses où il me semblait que j'avais pas tellement de choses à dire à ce moment-là. Puis ça me demandait aussi, ben, dans ces passages-là, de stimuler un peu ma créativité. Et des fois aussi d'accepter que ben, peut-être que présentement, j'ai pas tant d'espace dans ma vie pour être dans la création. Puis je vais prendre des notes, je vais ramasser de l'information, ramasser des matériaux, puis réfléchir à tout ça. Mais c'est comme, ben, je suis en train de cuisiner, puis là, ben, les ingrédients s'accumulent sur la table, mais je suis pas rendu à faire cuire tout ça. Puis progressivement, ben, ça va se pouvoir. Ultimement, ça va arriver. Mais c'est intéressant, tu dis que tu le prends comme si c'était certain que ça allait revenir, cette inspiration-là. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ça ne revienne jamais? Absolument. Oh Oui. oui, absolument. Couramment. Là, tu sais, peut-être qu'un jour, ça sera, ben, j'ai plus rien à dire. Je suis en accord complètement avec l'existence. Puis il me semble que là, ben, j'ai plus aucun discours à avoir sur le monde dans lequel je vis ou ni même sur mon univers intérieur. Là. C'est une crainte qui existe, en tout cas pour vrai. Puis je pense, pour moi, oui, mais je pense que c'est également vrai pour d'autres artistes. Là. Mais c'est peut-être pas étranger aussi au fait que je me suis dirigé à un moment donné vers l'enseignement, en ce sens que ça me permet d'avoir un rythme de production assez lent qui est le mien. Ben, ça me permet de pouvoir être dans cette pratique-là un petit peu pendant l'année, mais l'essentiel de mon travail tourne autour beaucoup plus de l'enseignement puis d'accompagner d'autres créateurs dans leur processus. Justement, j'ai une question parce que quand tu dis que justement tu as une panne d'inspiration, on a l'impression que tu pratiques ça de manière vachement individuelle, mais est-ce que tu considères que l'art c'est quelque chose d'individuel ou justement au contraire quelque chose de collectif où il va y avoir des gens qui vont te donner des idées et qui vont te permettre de booster justement tes créations? Ben, ça peut être les deux, mais je ne crois pas que ce soit possible que ce soit un processus strictement individuel. C'est-à-dire qu'on se nourrit constamment de la part des autres, là, les rencontres qu'on fait, les conversations qu'on a, des fois, on se fait ébranler par des discussions, des conversations, par des œuvres aussi, par plein de choses. Puis effectivement aussi, je pense qu'il y a une dimension collective dans plusieurs formes d'art, même celles qui peuvent apparaître comme étant peut-être un peu plus individuelles au départ, mais lorsqu'on fouille un peu, ben, je ne sais pas, mes deux collègues, si vous êtes d'accord, mais il me semble en tout cas que dès qu'on fouille un peu, on se rend compte que l'artiste, là, seul, là, comme ça, au milieu du néant, là, avec un rapport là, génial à l'existence, là, c'est une représentation qui n'existe plus. Là. C'est plus complexe que ça comme processus, puis c'est un processus qui est plus social aussi.
C'est quoi votre processus créatif, vous autres plus jeunes que Denis? Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Est-ce que la panne d'inspiration, ça vous est arrivé déjà? La panne d'inspi, oui, forcément. Mais c'est surtout quand il y a des échéances. Où là, je sais pas si c'est le stress ou autre chose, mais quand on se dit qu'il y a un enjeu, bah forcément, des fois, ça bloque un peu. Et sinon, non, je pense pas du tout que c'est quelque chose d'individuel. Je pense que la concrétisation peut être individuelle, mais que toutes les étapes avant de processus de création, si elles sont individuelles, ça va créer quelque chose d'assez pauvre, à la fois visuellement et à la fois créativement. Parce que oui, je pense qu'on se nourrit d'art un peu tous les jours, et c'est soit en parlant avec des gens, soit même en regardant des choses dans la rue, ou juste tu regardes quelque chose, ça te donne une idée, genre même la nature, et que du coup ça vient forcément t'apporter quelque chose de nouveau. Et, et ouais. Moi, ça dépend des médias. Dans le fond, il y a des médias, l'écriture, par exemple, je peux écrire pendant une grosse période, énormément. Et des moments où j'ai des gros trous, c'est juste que, bah, comme tu disais, j'ai comme plus rien à dire. Et, mais il y a certains d'autres médias où, par contre, là, j'ai rarement de la panne d'inspiration. Mais comme tu disais, oui, collectivement, je trouve que l'art qu'on crée, on est toujours nourri par ce qui nous entoure et très rarement individuel, je pense. Sauf quand on fait des réflexions sur soi-même. Là, je pense que quand on parle de son univers à soi, là, ça peut être individuel, je pense. Mais je pense que ça se voit aussi beaucoup dans l'histoire où les artistes ont toujours eu cette envie de se regrouper dans des ateliers ou autres pour vraiment travailler ensemble, parce que je pense que depuis le début, ils se sont sentis que bah, forcément, tu allais plus loin quand tu travaillais ensemble. Oui, effectivement. Et justement, le fait de travailler toujours ensemble, etc., est-ce que ça en fait comme une sorte de passion? Ou vous considérez ça vraiment comme un loisir à part? Ou c'est vraiment juste, ça se résume, par exemple, pour toi, Denis, qui est professeur, juste au travail? Oui et non, en ce sens que j'ai dû, tôt ou tard, là, mettre en place des stratégies pour faire en sorte de nourrir là, mon rapport à ma pratique en art. Est-ce que c'est une pratique qui est de l'ordre du loisir? Je dirais non, mais presque. Mais comme je trouvais important, d'un point de vue de crédibilité par rapport à moi-même et par rapport à mes étudiants aussi, de maintenir une pratique, donc une activité artistique là, qui est vivante. Donc, rapidement, je me suis rendu compte qu'effectivement, le volet collectif allait m'aider, ou en tout cas que ça m'aidait. Puis je suis membre depuis plusieurs années maintenant d'un collectif d'artistes au Bois-Saint-Laurent qui s'appelle Voir à l'Est. Donc, c'est un collectif d'artistes en art contemporain. Puis comme cette entité-là développe chaque année là, des projets de création, moi, ça me garantissait, c'était une bonne stratégie pour moi. D'une part, ça me garantissait un contact puis de la connaissance avec des collègues qui font les mêmes choses que moi, puis un espace d'échange aussi, puis pour nourrir ma créativité. Mais ça faisait aussi en sorte de me contraindre à chaque année d'avoir une production parce que ça m'obligeait d'avoir des livrables. Tu parlais tantôt de ça, Simon, mais Fait que toi, ça te stresse quand il y a des deadlines, puis toi, ça te motive quand il y a des deadlines. effectivement. Bah, ça stresse pas non plus. Mais disons qu'on va y avoir quelque chose et il faut que ça avance, quoi. Oui. Et pour vous, comment vous considérez l'art dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment juste un loisir à part que vous prenez pas, enfin pas à la légère, mais que c'est pas non plus une grosse place? Est-ce que c'est une passion et au contraire, dès que vous avez moyen de le faire, vous le faites directement? Comment vous voyez? Bah, ça dépend des supports, encore une fois. Genre, moi, la peinture et l'aquarelle, c'est vraiment juste une passion à côté qui va soit me nourrir moi, soit nourrir les murs de mes proches. Le graphisme, c'est un mélange de passion et de travail. Parce que c'est du travail, puisque c'est professionnel, mais en même temps, j'aime ça. Genre, je pourrais pas le cacher que j'aime ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de tomber dans la passion, parce que je pense que le mélange des deux est pas non plus le meilleur qui soit. Et le théâtre, c'est une petite passion aussi. Moi, c'est pareil en fonction des médias. Le graphisme, pareil, c'est plus du travail, mais ça démarre d'une passion, fait que ça reste toujours un petit peu avec une passion. La musique, je dirais que c'est une passion aussi, mais il y a certains domaines qui sont un peu plus, je trouve, comme des loisirs, mais tu sais, parce que j'ai pas forcément le temps de l'approfondir ou quoi. Et le théâtre, je sais pas. C'est un mix de loisirs et de passion, je pense, Ouais. parce que c'est comme quelque chose qu'on me partage, fait que je pourrais pas le faire toute seule, par exemple, je pense. Mais ça reste une passion partagée. Qu'est-ce que ça vous apporte, à part de dire qu'on travaille dans des choses qui nous intéressent, dans notre passion, qu'est-ce que ça vous apporte profondément? Toutes vos disciplines artistiques, toi, tu en as plusieurs, Denis, l'art en général, le graphisme et la peinture. Qu'est-ce que vous alliez y rechercher? Est-ce que ça vous apporte une certaine ouverture d'esprit ou des choses comme ça? C'est plus comme ça qu'on tourne la question, je sais pas si... Non, c'est juste c'est compliqué d'y répondre. Enfin, Mais
Moi, je pense que ça dépend encore, ça dépend toujours des disciplines, mais il y en a certaines, je cherche l'apaisement, ou tu sais, être en accord avec soi-même. Je sais que la musique, ça m'aide beaucoup là-dessus. Le graphisme, je sais pas. L'argent. Peut-être, mais oui, peut-être aussi l'ouverture d'esprit, de toujours essayer de trouver de nouvelles choses. Puis le théâtre, c'est plus l'ouverture de soi-même, je dirais, pour être tu sais, encore plus à l'aise avec les gens, le public, etc. Mais en général, je pense que c'est plus l'épanouissement de moi-même, personnellement. Ben, de mon côté, je dirais que c'est deux choses. Ben, c'est d'abord un espace de liberté euh, dans ma pratique, dans le fait que moi, je choisis de temps à autre de produire des objets d'art. C'est un espace de liberté. Mais la deuxième dimension de ça, autant dans la pratique que dans le fait de consommer de l'art, puis de toutes les formes, ce que je trouve extrêmement intéressant puis qui me nourrit beaucoup, c'est le contact avec une pensée divergente. Donc, une pensée qui est hors norme. Parce que, à quelque part, c'est un peu implicitement ce qu'on demande aux artistes, de proposer, que ça nous plaise ou non, un point de vue un peu champ gauche sur l'existence, sur notre monde aussi. Puis moi, ça me fait le plus grand bien quand j'arrive devant une œuvre d'art, puis que je suis bousculé, je suis un peu bouleversé, je peux être ému. Et je suis en contact avec quelque chose qui est un petit peu en décalage avec la norme. Puis là, je me dis, OK, ben, tout n'est pas perdu, en ce sens que c'est possible d'être un petit peu... tout n'est pas uniforme, tout n'est pas lisse comme une surface de verre. C'est possible qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus abrasif dans l'existence. Puis cette pensée-là, moi, me fait le plus grand bien. Quand j'arrive devant une œuvre d'art, que ce soit de la peinture, une performance de danse, peu importe, puis que je suis remué ou bousculé par ça, moi, je trouve que à ce moment-là, ça me nourrit profondément, puis durablement aussi. Je pense que je cherche la satisfaction. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire en vrai, mais j'aime beaucoup faire quelque chose et soit en être satisfait à la fin, soit que d'autres personnes en soient satisfaits. Mais j'avoue que si j'ai pas cette satisfaction, tu sais, je vais forcément me dire qu'il y a un truc qui a soit été mal fait, ou soit que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, ou ce genre de choses. Donc ouais. Oui, là, ça te pousse un peu ça pousse à repousser tes limites. Bah ouais, aussi, parce que du coup, je sais quand est-ce que je suis satisfait de quelque chose et quand est-ce que je le suis pas. Et quand je le suis pas, bah là, je sais qu'il faut que je m'alimente pour élever un peu tout ça. Ouais, c'est pas un peu la quête de l'être humain, là, être content de soi, être content de ce qui se passe, être satisfait. Donc, toi, tu vas la chercher là. C'est pas un mauvais moteur, hein, la satisfaction de réalisation, la fierté d'avoir fait quelque chose. C'est un bon moteur. Bah, c'est pas un mauvais moteur quand c'est pas toxique envers soi-même. Parce que, techniquement, si je m'écoutais, je ne serais jamais satisfait. Et, Comme bien des artistes. oui, c'est ça. Et du coup, il faut vraiment arriver à s'arrêter à un taux de satisfaction qui est en mode bon, là, c'est OK. Il faut savoir quand arrêter. Donc, la Ouais. limite, c'est ça. On parlait des limites, toujours la retrouver. C'est ça. Ben là, je vous annonce que c'est la fin du premier bloc. Et là, du coup, on va vous montrer notre petite surprise. C'est Sarah Soleil qui est en train de nous faire une toile actuellement. Et on va pouvoir la voir du coup dans son processus créatif et on la reverra un peu à la fin pour que vous voyez l'évolution justement de son œuvre. Est-ce qu'on peut voir maintenant où est-ce qu'elle est rendue ou on doit attendre à la fin? Ah ben, on va voir maintenant. Oui. Est-ce qu'on peut voir Est-ce qu'on se maintenant? déplace ou... Sarah, est-ce que tu peux nous montrer où tu es rendu? Oui? Elle veut pas. Ah, ça va vraiment être une surprise à la fin. Ah non. Oh! Ah, ouais. Ouais, elle le fait. Je pense que tu as réussi à la j'ai convaincre. réussi. En plus, c'est pas sec. Roulement de tambour. Ah non, c'est pas sec. Mais... Oh, wow! Super. Et la suite tout à l'heure. Merci, Sarah Soleil. Donc, on se retrouve pour faire cette fois-ci plus des questions sur ce qui va être l'art de manière générale. Et on va commencer par quelle est la place de l'art dans la société selon vous? Quel est son rôle? Grande question. Grande question compliquée. Oui, Tu as répondu à ces questions en philosophie. Et voilà. c'est vrai. Est-ce que l'art ne serait pas un petit peu de la philosophie? Non, mais pour vrai. Quelle est la place de l'art dans la société selon vous? Bah, en soi, je trouve qu'on apprend que l'art élève l'humain. Et j'étais assez d'accord. Puisque comme c'est quelque chose qui peut soit être abstrait, soit être concret, il y a un processus de réflexion qui va nous amener à soit réfléchir en voyant une œuvre, soit réfléchir en faisant une œuvre.
Et du coup, il y a toujours cette idée de réflexion sur ce que c'est, sur le concept, et même sur les intentions, peut-être des fois. Donc, je pense que ça nous élève parce que ça nous fait forcément réfléchir, et ça nous fait forcément une réaction, qu'elle soit positive ou négative, et que c'est ça qui va être beau dans l'œuvre. Moi, je pense que ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés où l'art a une plus grande place que d'autres, puis une place tu sais, différente. Je pense que dans les nôtres, ça a malheureusement un côté un petit peu à part, où ça reste des passions, et des fois, on ne lui donne pas toute la place qu'elle mériterait d'avoir dans nos vies. Mais bon, c'est un débat aussi compliqué. Mais il y a des sociétés, c'est assez fascinant, où ça tombe comme tu sais, une tradition, c'est dans la vie, c'est inculqué. Et voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire. Moi, je suis assez d'accord avec vos deux points de vue, là, clairement. Mais je trouve également, mais Simon, tu soulignais quelque chose, puis je voudrais rebondir là-dessus, cette idée-là de remettre en question, dans le fond, des fois, ce qu'on peut considérer un peu comme des évidences ou des a priori qu'on peut avoir, ou différentes, différentes préoccupations qu'on ne questionne pas. Ben, il me semble que l'un des mandats, les mandats sociaux, en tout cas, ou l'un des rôles de l'art socialement, c'est justement de constamment remettre en question ce qu'on considère comme étant des évidences ou des choses qui sont fondamentalement vraies ou banales ou qu'on accepte comme telles, comme des allants de soi. Moi, je trouve que cette dimension-là, c'est très important au niveau collectif, au niveau social. Puis effectivement, c'est pas uniformément répandu, il me semble, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés où il y a même des parties de la société qui sont moins sensibles à ça ou qui vont peut-être avoir moins le réflexe ou une motivation à remettre en question ces dimensions-là de nos existences. Puis il y a d'autres gens, puis d'autres groupes sociaux aussi qui sont peut-être un petit peu plus à même de le faire ou plus spontanément vont le faire. Mais dans tous les cas, il me semble que le fait de constamment questionner, remettre en question, transcender un peu là, les évidences, à mon sens, c'est un peu ce à quoi ça sert ce qu'on fait dans nos vies. Ouais, globalement, on a une sorte de drôle de rapport avec les disciplines artistiques aussi. Les artistes de tout genre sont les personnalités professionnelles avec les revenus les plus bas. Mais lorsqu'on est établi, des toiles, par exemple, peuvent se vendre des millions et servir de monnaie d'échange dans certaines élites de la société. Tu sais, les toiles sont devenues une monnaie aussi. Donc, il y a vraiment une sorte d'opposition entre les deux réalités. Tu sais, un coup que tu es vendu et quand Puis que tu es reconnu. tu es reconnu, puis avant, quand tu n'es pas reconnu du tout, puis que tu fais ça pour toi, finalement, avant de le faire pour la société. C'est étrange. Ce fossé-là dans le milieu, là. Oui, on dirait que c'est le facteur de changement, c'est la reconnaissance. Un artiste va jouer de la musique dans des petits bars miteux, puis tout ça, puis il va gagner à peu près 3 fois rien, puis il va coucher dans son char pendant des années. Soudainement, tu deviens Pink Floyd. Là, c'est comme... Puis je pense que la reconnaissance, c'est peut-être le point de bascule à ce moment-là. Est-ce que ce que tu fais comme forme d'art rejoint suffisamment de gens, ou en tout cas, ils sont suffisamment convaincus de ce que tu fais pour dire oh, ça a une réelle valeur. Mais avant la reconnaissance, c'est difficile d'attribuer une valeur à une production artistique, alors qu'elle en a une intrinsèque. Là. Oui. Ce qui change, c'est qu'elle soit reconnue ou pas. Mais l'œuvre n'était pas moins intéressante lorsque cet artiste-là allait jouer dans un petit bar miteux. C'était la même œuvre. Effectivement, c'était le même artiste. C'est vrai que le contraste est hyper intéressant. Puis même après, tu sais, l'œuvre, elle devient un peu comme quelque chose d'élitiste. Puis c'est que pour les gens qui ont de l'argent ou quoi. Et les autres, bah, ils ont comme pas accès à cette œuvre-là. Alors qu'au final, l'art devrait être accessible à tout le monde. Après, je trouve qu'aujourd'hui, l'art est quand même assez accessible en soi. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Et aussi pour rebondir sur ce que tu disais un petit peu avant, mais sur le fait que l'art permettait de s'élever et permettait de faire la réflexion. En soi, je pense qu'on a des bons exemples dans l'histoire avec des temps de guerre où on a confisqué l'art pour l'emplacer par de l'art totalitaire. Excellent Où du coup, argument. genre, c'est ça, en fait, ça montre vraiment que l'art était une façon pour le peuple de réfléchir et que les gens le savaient et que le fait d'enlever cet art, ça va enlever une réflexion à notre humanité. Alors qu'aujourd'hui, l'art, je trouve qu'il est hyper accessible, par les réseaux, mais aussi par les photos, par les documentaires, par les musées qui du coup s'échangent des œuvres d'art de plus en plus. Et du coup, il y a beaucoup plus de collections qu'on verrait jamais.
genre des collections étrangères, genre sur l'Inde, sur l'Égypte, sur l'Amérique latine ou autre. Oui, qu'on n'a plus besoin de se déplacer dans un musée pour voir l'œuvre. On peut la voir. C'est ça, ou alors on a plus besoin de se déplacer dans un autre pays pour voir les œuvres. Puis malgré ce volet-là, disons numérique, là, la disponibilité numérique là, sur le web des arts, il y a quand même aujourd'hui plus de musées dans le monde qu'il n'y en a jamais eu. Ah oui? C'est sidérant. Il y a aujourd'hui, semblerait-il, là, en 2024-25, là, plus de musées et ils s'en développent encore des nouveaux. Un peu partout sur la planète. Il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Des musées de toutes sortes. Là. De Ça toutes peut être sortes, des oui, économusées ou des absolument. musées d'art. On met tout dans un même sac, là, musée. Là. Ah, oui. Donc, il y a une responsabilité des gens de se rappeler, de mettre à l'avant un patrimoine culturel, un patrimoine artistique. De se rappeler ou de conserver. Là. Conserver, Donc, il y a cette ouais. notion-là de conservation. Là. D'un autre côté, moi, je trouve qu'il y a quelque chose moi, qui me dérange beaucoup, c'est la très, 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 très faible présence médiatique des productions culturelles. Je veux dire, si aujourd'hui, là, mettons juste au Québec, là, on prend cet exemple-là, on avait pour les productions artistiques le même poids médiatique qu'on donne, je ne sais pas moi, on va dire de quoi, là, au hockey. Ouais, non, mais OK, c'est très gros, mais même si on prenait 50% de ça, puis qu'on attribuait ce poids médiatique-là à des différentes productions culturelles, là, toutes disciplines confondues, je suis persuadé que notre société changerait profondément. Aujourd'hui, clairement, malgré qu'il y ait de l'intérêt, parce qu'il faut qu'il y ait de l'intérêt, il y a des gens qui font qui bâtissent des musées. Mais médiatiquement, l'intérêt n'est pas tant là. oui, puis c'est culturellement aussi. Tu sais, c'est rare que. On va dire c'est rare, mais un enfant ici au Québec, là, on va parler du Québec parce que nous, on est Québécois. Un enfant ici au Québec va avoir des patins puis un bâton de hockey et il n'y aura pas nécessairement un pad à dessin puis un pinceau. Effectivement, il y a une dimension culturelle là, qui est peut-être un facteur important. Puis aussi, toute chose étant égale, mais les milieux socio-économiques, ça fluctue aussi. Donc, probablement que dans certains milieux, il y a une sensibilité plus grande aux arts, puis dans d'autres milieux, la sensibilité est un peu plus faible. Moi, je demeure quand même un peu frustré au niveau médiatique. Quand je lis le journal la fin de semaine, je fais comme, OK, on donne beaucoup d'espace à la politique, au sport, aux affaires publiques. Ce sont des très bonnes choses. Mais à la toute fin, le petit cahier art, à la toute fin de mon journal, puis je fais comme, hey, il me semble que, en tout cas, moi, c'est là où ça m'intéresse le plus, puis c'est là où il y a le moins de contenu. Vas-y. Est-ce qu'au primaire, vous avez des cours de musique ou d'art Oui. Obligatoire? Oui. OK. Oui. Non, on ne parle pas de rien, là. Oui, non, mais je veux savoir s'il y a des différences par rapport à ça. Mais... Oh, non, il y en a. Il y a des cours, que ce soit de flûte à bec ou en la maternelle, nous, c'était la flûte à bec, là, mais après ça... On a souffert. Là, les cours de musique au primaire, là, c'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Il y a des instruments, il y a plein de choses. Puis art plastique aussi également, qu'on appelle art plate. Oh. OK. Mais parce que c'est drôle quand tu as 8 ans, j'imagine. Non, tu sais, il y a une sorte de torsion, de distorsion de la perception des arts qui est comme latente et qui est partout. Ça, c'est un débat de société. Puis alors que si on prend toutes les formes d'art, là, uniformément, là, moi, je ne connais pas. Ça m'est jamais arrivé de rencontrer un être humain qui n'avait pas une petite dimension artistique. Moi, je pense que tous les êtres humains ont ça en commun, une sensibilité à différentes formes ou différentes disciplines artistiques et un besoin par... Tu sais, l'exemple là, du monsieur dans un rang là, qui, un jour, là, décide de prendre 3 planches, un morceau de métal, puis il devient artiste naïf, puis il fait des sculptures qu'il plante sur son terrain. Il n'y a rien qui prédisposait cette personne-là à arriver un jour à faire ces choses-là qui ne font aucun sens selon son code de valeur, qui n'ont aucune utilité. C'est juste beau. Il trouve ça beau. Il trouve ça beau, puis il y a quelque chose qui l'habite intérieurement. Il ne sait pas pourquoi. Il n'y a peut-être pas les mots pour l'expliquer. Il ne comprend peut-être même pas lui-même cette chose-là, mais ça doit exister. Ça, je trouve que c'est fondamental. Puis tous les êtres humains, je pense, on partage cette petite chose-là à des degrés divers. J'aimerais rebondir justement sur le fait que même en assemblant quelques bouts de métal ou d'autres choses, ça peut créer quelque chose, mais est-ce qu'on peut tout considérer comme étant de l'art, selon vous? Gros débat artistique. Tout dans le sens de tout ce qu'on dit, ça c'est de l'art, est-ce que tout peut être de l'art? Voilà, c'est un peu ça.
Bonne question. Allez-y. Mais moi, Béni. je pense tout de suite à l'urinoir de je sais plus quel artiste là, Ouais. qui l'a signé puis qui considère ça comme de l'art. Marcel Duchamp. Merci. Fontaine. Je l'ai perdu. Mais je pense que ça dépend des gens. Je sais pas. Il y a beaucoup de ceux qui sont pas du tout ouverts à l'art contemporain, etc., qui vont tout de suite dénigrer et pas considérer ça comme de l'art. Mais je pense qu'à partir du moment où toi, c'est ton art, puis ça te fait vibrer, bah, ça peut être considéré comme de l'art. La banane, d'il y a quelques années, là, la banane Scotché au mur. scotchée au mur. Ouais, Tantôt, tu disais, il faut que ça fasse réagir d'une façon ou d'une autre. Donc, cette banane-là collée au mur fait réagir, fait Absolument. fâcher, parce que c'est fâchant de vendre une banane à $1 à Entendu, des ouais. millions. Ça fait réagir, donc c'est réussi. Absolument. C'est une œuvre réussie, elle a fait réagir. Absolument. Puis même, je te reprendrai parce que je suis de ceux, puis je ne suis pas un spécialiste de Duchamp, loin de là, puis je ne suis pas historien de l'art, mais je considère que cette œuvre-là, La Fontaine de Marcel Duchamp, c'est l'œuvre d'art la plus importante du 20e siècle. C'est un Parce- point de bascule. Absolument. ah ouais. Une rupture fondamentale avec la manière dont on recevait l'art. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Duchamp, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, est-ce que vous considérez comme vrai dans l'art? Ben, c'est pas vrai. Et la préoccupation pour l'esthétique et la beauté, c'est quelque chose dont on peut se débarrasser. Et ça va néanmoins être de l'art. Parce que derrière tout ça, derrière la matérialité ou la matière des œuvres, ce qui est fondamentalement important, c'est l'idée et l'intention de l'œuvre. Puis ça, ce geste-là, il est fondamental parce que pendant longtemps, on a mélangé les notions d'artiste puis d'artisan. Puis juste que, même à la Renaissance, c'est un artiste et un artisan, c'était la même chose. Puis ça a été au 16e, 17e siècle où ces notions-là se sont séparées de façon plus précise. Puis là, Duchamp, il en rajoute une couche en disant, moi, je ne suis pas un artisan, je suis un artiste, mais mon art, il passe d'abord par mes idées. Et si j'ai besoin de prendre un objet fabriqué à des milliers d'exemplaires identiques dans une usine pour matérialiser cette idée-là, c'est une œuvre d'art. Donc, c'est la démarche qui compte avant la performance technique, avant la beauté, dans cette façon de voir ça. Cette façon-là de le travailler, oui. Okay. Donc, si, par exemple, un artiste présente une œuvre abstraite, une seule couleur, carré blanc sur fond blanc, avec une démarche, c'est une œuvre d'art. Est-ce qu'à l'inverse, si moi je peinture en voulant rire, ah non, mais déjà, j'ai une intention. Mais tu as une intention, tu as une intention satirique. Oui, c'est ça. Donc, OK. Ah, ça marche pas, on est piégé. C'est tout le temps de l'art. Ça marche pas. Ouais. Puis en même temps, je ne suis pas prêt à dire que tout peut être de l'art. Non, ça va être de la déco, sinon. Ça peut être bien réalisé, mais décoratif. Parce que dès qu'il n'y a pas un message ou un discours fort, ben là, on est dans le domaine de l'esthétique. Avec une moulure, les vieilles moulures que les artisans faisaient à l'époque, c'était beau. C'était du travail d'artiste, entre guillemets, mais c'était décoratif et pour la finition d'une dimension purement esthétique. Ouais, l'art doit toujours transmettre un message, dans le fond. Ben, moi, c'est ce que je crois. Ça engage que moi, là, ce que je dis, mais moi, je pense fondamentalement, profondément que oui. Oui. Est-ce que l'art doit toujours transmettre un message? Je pense que oui, et même si le but de l'artiste n'est pas de transmettre un message, il va forcément transmettre en finalité, que quelqu'un va forcément avoir une réaction par rapport à ça. Et par contre, je pense qu'individuellement, tout peut être de l'art. Genre, si je fais un truc et que je décide que c'est de l'art et que j'ai envie de décider que c'est de l'art, eh bien, ce sera de l'art. Genre, personne n'a à me dire que c'est pas de l'art. Mais par contre, pour être reconnu en tant qu'art, là, ça va être plus la société qui va parler. Et que, effectivement, si la société te dira que c'est pas de l'art, eh ben, ce sera pas de l'art. Ou Mais pour toi, ce sera un l'art. directeur de galerie d'exposition qui va dire non, ça c'est C'est pas ça, bon, ou là, même pas- le public. Ou le public. Est-ce que l'art doit toujours porter un message? Oui, et non, mais oui, et je suis d'accord avec Simon sur le fait que inconsciemment, des fois, on fait passer un message sans le penser. Puis, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Et justement, est-ce que ces fameux messages, vous pensez que ça peut avoir un gros impact sur la société? Est-ce que ça peut provoquer un changement sociétal? Oui. Oui, il y en a eu plein. Par exemple la Fontaine de Marcel Duchamp, ça a vraiment genre, effectivement séparé l'artiste de l'artisan parce qu'il a signé son œuvre. Et que c'était une des choses principales pour séparer l'artiste d'un artisan. Et du coup, ça, il a mis une couche sur le fait qu'il n'était pas qu'un artisan, mais un artiste aussi.
Mais oui. Y a-t-il des exemples d'œuvres qui auraient changé le cours de la société? Ben, effectivement, ce que Simon ramène, cette œuvre-là, oui, à long terme, oui, ça a changé, à tout le moins, les perceptions, notre compréhension Ouais. de l'art. Mais est-ce qu'une œuvre, c'est quelque chose qui a une portée, à ce sens-là, révolutionnaire? Ça veut dire que est-ce que je prends une œuvre d'art, n'importe quel artiste prend une œuvre d'art, met ça là, puis ça transforme profondément une société de façon, disons, pas instantanée, mais rapide. Ben, spontanément, comme ça, il ne me vient pas d'exemple. Mais est-ce qu'il y a des œuvres d'art qui ont choqué puis qui ont induit des mouvements sociaux? Ça, oui, effectivement. Assez rapidement, même dans le courant du 20e siècle, puis même à notre époque là, contemporaine. Nous, il y a des artistes qui ont fait des coups d'éclat assez remarquables. Un type comme Anish Kapoor qui a à Versailles il y a quelques années là, qui avait fait une grosse œuvre qui a été en tout cas qui a été appelée ironiquement ou sarcastiquement par la suite comme la vulve de la reine ou quelque chose comme ça, le vagin de la reine. C'est une œuvre gigantesque, c'est une espèce de tunnel en métal avec des parois miroirs. Puis et cette œuvre-là a fait scandale. T'sais. Donc est-ce que ça a fait scandale parce que l'œuvre est si scandaleuse ou est-ce que ça a fait scandale juste parce qu'il y a eu une espèce de moussage un peu médiatique autour de ça, puis le contexte que c'était à Versailles aussi. Donc là, il y a comme tout un bagage historico-culturel qui vient mettre un peu qui vient mousser cette chose-là. Mais est-ce qu'on parle vraiment de révolution? Moi, je pense que ces œuvres-là peuvent changer le point de vue qu'on a sur l'art. D'autre part, des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer de point de vue non plus. Donc, on n'arrivera pas à les convaincre que ça, c'est une œuvre d'art s'ils ne veulent pas être convaincus. Mm-hmm. En tout cas, ça va être plus difficile. Il y a des chansons, des livres qui ont réussi Oui. à faire changer des façons de penser, ça c'est certain. C'est un domaine artistique aussi. Et justement, comment vous pensez que les nouvelles générations, elles perçoivent l'art? Est-ce que vous pensez qu'elles sont, justement, à cause de la société qui est quand même très, très critique, elle va avoir une version un peu plus normée et que, mettons, si on leur met actuellement le urinoir en face d'eux, comment ils vont réagir? Enfin, selon vous, quel est votre point de vue, justement, avec les nouvelles générations qui arrivent? Est-ce que vous pensez que l'art est, entre guillemets, en danger un peu? Moi, je pense que ça dépend des médias. Dans le sens où l'art va devoir... Oui, toujours. Ah ben ça dépend. Mais- Ça dépend. Non, mais l'art est comme très vaste, puis je pense qu'il va devoir s'adapter à la société qui arrive, dans le sens où, on le sait, on est beaucoup sur le numérique, et il y a comme des arts, c'est comme les livres ou quoi, qui vont se perdre petit à petit, je pense, malheureusement. Il ne s'est jamais imprimé autant de livres qu'aujourd'hui. Ouais. Oui, il s'imprime plus de livres qu'avant. C'est beau. Même si ben oui, Mais il s'en vend plus, même Ok. si c'est des livres de recettes. Mais il se vend plus de livres, il s'imprime plus de livres aujourd'hui qu'avant, et probablement à cause du numérique. C'est facile d'imprimer un livre. Il y a plein de services d'impression en ligne, tu en imprimes 50. Donc, tu vends ça à tes copains. Mais est-ce que la jeunesse est aussi ouverte à l'art littéraire, tu vois ça Est-ce qu'on lit moins qu'avant? La jeunesse, je pense. Mais tu sais, ils lisent différemment. Ils Mhm. lisent sur les téléphones. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que l'art va devoir s'adapter à ce nouveau média-là. Fait qu'il va forcément changer. Mais est-ce que négativement, je pense pas. Je pense qu'il va juste évoluer en fonction de... Il y a eu C'est une ça. sorte de petite mode des NFT il y a quelques années, là, jusqu'à tout récemment. Là. C'était des œuvres d'art numériques. Donc, c'est un dessin numérique que tu vends, un verrou numérique, une seule fois à une personne. Avez-vous vu ça? Oui, il y a passer? des Ouais, artistes, ouais, qui, des font artistes qui font ça. ouais. Bon, là, il y a eu une baisse de ça, là, parce que tout le monde essayait de générer des gros profits avec ça. Mais c'est une façon de plus de diffuser ton art, puis de... Ben, c'est comme les musées ou quoi. Maintenant, il y a des musées en réalité virtuelle Oui. qui permettent aussi justement de développer cet art-là puis de le garder. Moi, je me sens un peu illégitime de parler des nouvelles générations parce que je suis d'une plus vieille génération, on va dire ça comme ça. En même temps, ce que je fais au quotidien, je travaille avec des gens qui ont environ 20 ans, donc je suis un peu en contact avec cette génération-là. Puis moi, je trouve effectivement qu'il y a une réelle ouverture puis une vraie curiosité pour les formes d'art. Puis
moi, j'ai jamais vu autant de diversité puis de possibilités qu'aujourd'hui. Même si des fois, ça peut être quasiment une espèce de foutoir parce que ça part un peu dans plein de directions, puis un peu tout le monde peut s'improviser créateur de contenu ou artiste. Euh, mais en même temps, dans tout ce lot-là, ben, il y a forcément du bon qui émerge. Il y a de la qualité qui émerge à travers cette quantité-là. Puis, indépendamment de ça, moi, quand je vais voir des spectacles, si je vais si je vais au théâtre, je vais voir un spectacle de danse, je vais dans des musées, il n'y a pas juste des têtes blanches non plus là, qui fréquentent ces lieux-là. Il y a beaucoup de jeunes là, qui sont curieux de ça. Moi, ça me rassure un peu. C'est vrai que j'aime beaucoup cette curiosité qu'ont les gens, bah, soit de notre âge, soit plus jeunes du coup, aux nouvelles formes d'art. Mais ce que je trouve dommage, c'est que avant, on se spécialisait plus sur des sujets ou sur des thèmes précis. Genre, si tu aimais lire, bah, tu lisais beaucoup et à côté, tu faisais moins de choses. Aujourd'hui, comme tout est très très accessible, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de se lancer dans un truc plus concret et plus loin que de toucher un peu tout, mais jamais très profondément, tu vois. Ok, et justement, cette diversité, est-ce que vous êtes, entre guillemets, spécialisé dans quelque chose? Est-ce que vous avez une influence, quelqu'un qui, justement, comment dire, vous inspire dans vos œuvres quotidiennes? Euh, Votre artiste préféré? Ouais, un peu. Moi, j'aime beaucoup Marina Abramovic, Ah oui. qui fait des choses très compliquées et très difficiles à voir, mais qui reflètent extrêmement bien la société. Difficile à expliquer aussi. Très difficile à expliquer, j'ai déjà essayé, j'ai arrêté. Et, mais oui, elle arrive vraiment à montrer ce qui va pas dans une société. Et elle. Enfin, je ne sais pas comment elle est, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je pense qu'elle essaye de faire un lien entre l'art et les gens, et que le lien est plus facile parce que elle a une façon de le médiatiser, de le mettre en avant aussi, qui est réfléchie pour toucher des gens en fait. Genre elle a cette réflexion de Est-ce que c'est d'aller chercher l'autre. elle qui faisait la performance assis un devant l'autre, on se regarde Oui. dans les yeux 5 minutes, on bouge pas? Bah c'est pas la meilleure, selon moi, mais c'est elle qui a fait ça. Oui, non, oui, c'est ça. Mais oui, c'est elle qui a fait ça, et c'est elle qui a fait une performance qui est aussi très connue où elle avait des objets sur une table et elle était à côté et les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et là, ça voyait que À au elle. fur et à mesure, à elle. Il faut lui faire ce qu'il voulait avec les objets. C'est ça. Et du coup, ça se voyait parce qu'il y avait des choses gentilles, genre il y avait des plumes et tout, mais il y avait des lames de rasoir et tout. Et là, on comprenait qu'au fur et à mesure de la soirée, bah, en fait, plus les gens sont décontractés, plus des choses horribles arrivent. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin de cette performance-là? Bah, il y a eu des coupures, il y a eu des trucs comme ça. Les gens se retenaient pas. Et des attouchements, et elle a juste fini. Bah, son principe, c'est que quoi qu'il arrive, elle continuera. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qu'elle a fait d'autres hyper dangereux et elle continue. Parce que c'est sa performance, et parce que si elle ne continue pas, je pense qu'elle perd beaucoup de crédibilité, et que son art perd de la crédibilité. Et c'est quoi le message derrière ce genre de performance-là? Ça dépend lesquels. La performance où ils étaient assis, je pense que le message c'était aussi de prendre son temps et d'observer l'autre. Celle-là dont je parlais, c'était quand même une œuvre qui date. Donc je pense que c'est plus une sorte de mise en garde sur ce qui peut arriver si jamais on laisse un contrôle absolu aux gens ou autre. Mhm. Artiste préféré? J'en ai pas. Ça dépend des... Non, mais non, je pourrais pas dire. Je m'inspire un peu de plein de gens, puis je suis plus sur le côté sensible. Je prends ce à quoi je réagis, puis je m'inspire de ça. Ben, je dirais présentement, peut-être le sculpteur belge Wim Delvoye, que je trouve qui est particulièrement intéressant. C'est quelqu'un qui est très postmoderne dans son approche de la sculpture. Il s'est fait beaucoup connaître avec sa machine Cloaca, là, qui a circulé un petit peu partout sur la planète il y a quelques années. C'est la machine qui digère? Oui, C'est lui qui fait ça. effectivement. Mais c'est peut-être Cloaca, c'est l'arbre qui cache la forêt, là, dans le cas de cet artiste-là, parce que le reste de sa production artistique, c'est hyper débridé, c'est riche, c'est vaste, il va puiser dans plein de folklore, dans l'histoire de l'art, puis il mélange tout. Moi, je trouve que c'est un artiste assez déroutant aussi par moment. Puis c'est quelqu'un qui est très habile au niveau de sa carrière aussi. Il sait comment faire parler de lui médiatiquement. Il évolue facilement dans le milieu. Présentement, moi, c'est quelqu'un dont la production, ça me fait un peu triper là, ce qu'il fait. Je suis un peu jaloux. Ah ben, c'est inspirant. Ce qui est marrant, c'est que du coup,
entre guillemets deux approches. Il y a le côté plus visuel, production, et de l'autre côté, on a encore une fois cette idée de message et d'émotion que la personne veut faire passer. Et justement, c'est ça qui est un peu drôle, c'est qu'au final, on a à peu près tous la même définition malgré tout. Je sais Est-ce pas que, si... est-ce que des fois, t'aimes pas un artiste, mais t'aimes certaines de ses œuvres qu'il va faire? Et t'es là en mode, oh non, j'aime ça. En fait, je regarde très rarement l'artiste. Ok. Peut-être dans le sens où il y a beaucoup de gens qui, comme vous, être capables de dire le prénom de l'artiste, ce qu'il fait en général dans la vie. Moi, c'est juste l'œuvre que je retiens, puis je vais rarement chercher plus loin, parce que c'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est ça. Ok. Je peux pas dire du coup que je l'aime pas, parce que je sais pas trop. J'aime cette œuvre-là. Là. On arrive pas mal à la fin. Ouais. Est-ce qu'on se lance dans une dernière question comme Oui. celle-là, par exemple? Ah Ça fait peur. Alors, C'est sur l'IA. comment... Oui, t'as bien guess. Comment voyez-vous justement l'intelligence artificielle au niveau des arts? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce Est-ce que que c'est gage Est-ce qu'au d'un contraire, changement de paradigme par ça- rapport est-ce que ça va être votre allié ou au contraire, est-ce que ça va être votre ennemi? Est-ce que ça va être un appui qui va vous aspirer? Enfin, c'est... Au niveau du travail, moi je dirais que c'est un allié. Puis même au niveau de la démarche artistique, comme on en parlait, ça peut permettre d'aller plus loin dans certaines démarches. Mais je pense que, comme on dit toujours, l'ordinateur remplacera jamais l'humain. Et qu'on continuera, nous, de, je pense, faire notre art. Puis ça ne changera pas ça. Ben, personnellement, je suis aussi curieux que je peux être prudent par rapport à ces outils-là. C'est-à-dire que il me semble que de toute façon, ils sont là pour rester. D'un autre côté, je suis pas persuadé que ce soit à long terme des outils qui soient dont on ne verra pas la limite assez rapidement, en ce sens que, ben, si on pense surtout aux intelligences génératives, la façon dont présentement elles travaillent, c'est qu'elles vont comme questionner un peu à peu près toute la connaissance sur un sujet, puis ensuite de ça, rendre une synthèse de ça. Une autre définition de ça, ça pourrait être, ben, au fond, c'est un générateur de lieux communs. Puis le lieu commun, ben, c'est complètement à l'opposé d'une véritable, ce que je disais tantôt, d'une vraie pensée divergente. Là, c'est comme une machine qui crée de la pensée convergente. Puis pour moi, le véritable moteur du processus artistique, c'est une pensée divergente. Donc, à ce moment-là, je suis assez content d'être dans l'univers de la sculpture parce que c'est encore difficile pour une intelligence artificielle, à part en passant par une grosse imprimante 3D. une grosse imprimante 3D. Ben, c'est encore assez difficile pour ces outils-là de produire des objets. Ils sont capables de produire des images, ils sont capables de produire du texte, ils sont capables de produire de la musique. Mais de là à produire des objets sensibles, il y a une autre marche aussi. Je me considère chanceux d'être dans cette discipline-là un peu parce que je me dis, ben là, cet espace-là est peut-être moins facilement invasible. Dis-tu ça? Tu l'as dit. Ouais. Donc, ça se dit. Envahissable. Envahissable. Bref, donc c'est un espace qui va peut-être être moins facilement envahi par l'intelligence artificielle. J'étais d'accord avec ce que disait Améline du coup sur l'IA par rapport au graphisme. Genre c'est vraiment un outil que le monde nous a offert et qu'on doit utiliser et qu'on doit apprendre à vivre avec. Et justement, enfin, si on apprend à l'utiliser, on apprend aussi à bien l'utiliser. Genre parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur et tout qui viennent avec. Donc c'est pour ça qu'aussi on se renseigne et c'est pour ça qu'on teste et c'est pour ça qu'on essaie d'approfondir le sujet histoire de pas faire n'importe quoi avec. Et par contre, pour d'autres supports, effectivement, la sculpture ou le théâtre, par exemple, genre l'IA pourra jamais remplacer un metteur en scène qui va dire de comment jouer une émotion, de comment interpréter un personnage. Il pourra donner des clés. Je pense que si tu es débutant, ça pourrait t'aider à commencer, mais ça remplacera jamais un travail professionnel. Une performance de l'humain, c'est vrai que même des émotions, ça ne pourra jamais remplacer ça. Ben non, en tout cas pas encore. Là, c'est positif. Oui, très. Avec l'espoir. Heureusement. Eh bien, on va clôturer ce projet balado. Merci à vous. On peut aussi remercier nos promoteurs qui sont le Loisir Sport Bas-Saint-Laurent et le Cégep de Rivière-du-Loup. Merci. Et on peut terminer avec l'œuvre de Sarah Soleil maintenant, si elle veut bien nous la montrer. Sarah. Est-ce qu'elle a terminé? Non. Non. Où es-tu rendu? Ah oui. La lumière est belle. Et à quel endroit vont pouvoir voir cette œuvre lorsqu'elle sera terminée ici, Laurence?
on va l'installer au Carrefour ici, donc on pourra venir la revoir. Et on sera terminé. Merci, Sarah. Merci. Merci à vous. Et c'est la fin de ce projet balado. Le prochain, ce sera sur la diversité des genres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.